Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ces existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Dans cet épisode, on explore nos liens au vivant en voyage. Quelle place et quelle attention peut-on donner à tous ces êtres qui nous entourent ? Comment réensauvager nos imaginaires comme nos âmes pour mieux les comprendre et renouer avec ce qui fait le commun de nos existences ? J'interroge Camille Dédesco, photographe et accompagnatrice d'initiatives autour de l'agriculture et du vivant, sur son rapport sensible à ce dernier. Depuis son expérience d'expatriation à Taïwan, jusqu'à celle plus locale de balade urbaine à Lyon. On revient notamment sur les rapports à l'animal dans notre société et ce qui différencie le sauvage du domestique. La reconnaissance des interdépendances au sein du vivant peut-elle nous inciter à devenir diplomates, c'est-à-dire des personnes qui, attachées à ces relations, décident d'en prendre soin. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de m'avoir ouvert la porte de chez toi à Lyon. Avec plaisir. Camille, tu es ingénieure agronome de formation. Tu as été notamment chargée d'études en alimentation et en agriculture. Et depuis de nombreuses années, tu es engagée aux côtés de l'association Anciela, qui fédère un peu le réseau des associations de la transition à Lyon, en tant qu'accompagnatrice d'initiatives en agriculture urbaine, renaturation de la ville ou alimentation durable. Et tu es actuellement positionnée sur ces mêmes enjeux au sein de l'Institut Transition, dont tu es l'une des cofondatrices. Et l'Institut Transition, c'est un organisme de formation qui accompagne les personnes et les structures qui souhaitent mener la transition écologique et solidaire dans la région lyonnaise et au-delà. Tu fais partie des personnes qui ont à cœur de promouvoir de nouveaux imaginaires, notamment en ce qui concerne le lien au vivant. Et à ce titre, tu estimes que la photographie a un pouvoir important, celui de nous reconnecter aux sauvages et aux sensibles. Et le nom de ton projet, c'est justement Imaginaire Sauvage. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce projet Avec plaisir, ouais. Alors c'est marrant que tu renommes le projet Imaginaire Sauvage. Donc en effet, c'est un nom à un moment que je lui ai donné pour pouvoir le faire exister et avancer dans mes propres recherches autour du sauvage et du sensible et comment on pouvait s'y reconnecter là où on était. Donc moi, j'habite à Lyon, dans une ville assez dense, et j'avais créé ce projet vraiment pour me donner un prétexte et une légitimité à me reconnecter aux espaces sauvages qui existent dans la ville, aux êtres sauvages qui existent dans la ville. Et du coup, aujourd'hui, il n'a plus vraiment ce nom-là. Il y a d'autres choses qui coexistent en fait autour de cette dynamique. Notamment, je suis dans une autre association qui s'appelle Nature Essence. Donc, on accompagne des publics en forêt, en nature, pour leur proposer des expériences de reconnexion au vivant. Et donc voilà, ça fait partie un peu de Imaginaire Sauvage. Il n'y a pas forcément toujours la photo, même si la photo, c'est un médium qui me semble approprié. Aujourd'hui, on y a facilement accès. Globalement, tout le monde a un smartphone dans sa poche, donc a le matériel pour prendre des photos et s'intéresser à l'image et à ce qu'elle peut produire dans son imaginaire. Bien sûr, il faut être accompagné, il faut le faire en conscience parce que voilà, l'image, elle crée polémique aussi aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit.
Bon voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Mon combat, c'est un peu ça, et de plus en plus, je comprends qu'il s'agit d'enjeux culturels très forts, que ce qui compte, en fait, c'est comment on va pouvoir régénérer, restaurer une culture qui va vers la vie, qui va vers le vivant, et surtout nous, les Occidentaux, qui en avons été coupés. Je vais pas refaire l'histoire de la déconnexion au vivant, mais on en a été coupés depuis longtemps. Il y a un phénomène qui s'appelle l'amnésie environnementale générationnelle, qui a été expliqué, élaboré par plusieurs auteurs, qui dit qu'en fait, on est une génération de majoritairement urbains qui n'avons, et notamment les enfants qui naissent aujourd'hui, n'ont quasiment pas plus d'expérience de nature, et ça coupe tout l'imaginaire. Ça rend inexistant, en fait, toute cette partie de la vie. L'imaginaire est pas développé autour de ces éléments-là. Pour donner un exemple, dans les Disney aujourd'hui, il y a très peu de... Je donne l'exemple de Disney parce que c'est fondamentalement quelque chose de très culturel, justement. Il n'y a pas beaucoup d'espèces végétales, animales, voire zéro. Alors que on prend souvent l'exemple de Blanche-Neige, qui est un dessin animé somme toute critiquable sur d'autres aspects, mais quand bien même, dans la forêt, il y avait plus d'une trentaine d'espèces animales qui étaient représentées. Et donc l'imaginaire était plus riche. Donc un enfant qui regardait ce Disney, il pouvait se représenter de ce que pouvait être la forêt, le vivant. Et aujourd'hui, on perd ça. Déjà, dans la culture, dans les outils, les médiums culturels, on le perd, mais on perd aussi l'expérience. On n'a plus accès à la nature directe. Le jeu en pleine nature, chez les enfants, il est pas aussi développé qu'avant. C'est encore moins le cas chez les adultes. J'aime bien ramener des adultes en forêt et leur dire, on va jouer comme des enfants. C'est ramener le vivant, à la fois à l'intérieur de nous, avec des choses très très simples, en remobilisant nos sens, notre capacité à jouer, à se relier entre nous, et le faire dans un environnement très sauvage, comme l'est une forêt ou un bois, pour se dire qu'on fait partie de ce tout-là. Et donc du coup, dans les activités que tu proposes aujourd'hui, tu accompagnes des balades, c'est ça ? Ouais, c'est quelque chose qu'on a créé avec une amie qui s'appelle Florence Croisier, qui est aussi photographe. La naissance de la balade sauvage, donc un projet à deux, on l'avait créé il y a quelques années, mais on l'a repris l'année dernière, en effet, pour que ce soit un prétexte pour créer des choses autour de cette reliance au sauvage en ville, à travers des médiums. Nous, notre médium privilégié, ça reste la photo, mais en fait, on peut y intégrer plein de choses, comme je parlais, le jeu, voilà. Et je voulais justement revenir un peu à l'un des points de départ, un peu on va dire, de ton exploration du rapport à la nature, au vivant. Ouais. Cette expérience-là, c'est une expérience de voyage, on va dire d'expatriation sur une île, Taïwan. Tu y as été entre 2017 et 2018. Qu'est-ce qui a motivé ce départ ? Pourquoi aller à Taïwan spécifiquement ? Alors c'est marrant parce que la raison du départ, elle n'est pas si pertinente pour comprendre ce que j'y ai vécu. C'était pas hyper réfléchi, c'était plutôt, j'étais encore assez jeune puisque j'avais 26 ans. L'envie de voyager encore, pas envie de m'installer dans un CDI. Je vivais avec un copain qui avait envie d'aller là-bas, que j'ai suivi, en fait, tout simplement. Avant de préciser ce que j'y ai trouvé, tu disais que ça pouvait être une des expériences un peu fondatrices de mon rapport au vivant, en tout cas de la manière dont j'ai voulu l'investir dans ma vie. Je pense que ça en est une très grande. Enfin, ça m'a ouvert à une autre manière de vivre dans le monde, cette expérience de voyage. Mais j'avais fait une expérience d'un volontariat, c'était un centre de recherche qui suivait des espèces en voie de disparition dans un parc national au Canada. J'avais fait 6 mois de volontariat là-bas, donc j'avais 22 ans je crois. Et donc j'étais immergée dans un espace sauvage pendant plus de 6 mois à suivre une population d'oiseaux sur des lacs, donc très très immersif comme expérience. Et pour le coup, de plus en plus, je pense que celle-ci, elle a été hyper fondatrice également, parce qu'en fait, j'ai côtoyé des choses que je n'avais jamais côtoyées avant, puisque je vivais à Paris, notamment à cette époque. Et bien sûr, mais ça c'est, je pense, vrai pour beaucoup de personnes, les expériences fondatrices de l'enfance. Mais passer cette petite précision sur les expériences fondatrices, oui, le voyage à Taïwan, il m'a ouvert à presque d'autres dimensions de comment moi je pouvais être un humain dans le monde. Je le formule comme ça, mais je vais expliquer. Parce que je venais de refuser un CDI, parce que j'avais dit, je ne veux pas m'ancrer pour l'instant, j'ai plutôt envie de suivre quelqu'un pour vivre une aventure, on va voir ce qui va s'y passer. J'avais plein d'idées, je pensais que j'allais faire du yoga, je pensais que j'allais faire du ukulélé. J'avais plein de choses en tête, comme d'habitude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est
que le voyage, il ouvre forcément, quand on n'a rien de prévu, il y a une liberté qui s'installe. Donc il y a énormément d'espace à l'intérieur de soi. Et en fait, il s'est passé une forme de reconnexion à quelque chose de plus profond, de soif de découverte très forte du pays dans lequel j'avais posé des valises pour 6 mois. Je suis restée 6 mois. Et je pensais pas à ça au départ. Au départ, je pensais que j'allais juste être la même Camille que j'étais à Lyon. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, le contexte, il est complètement différent. Ça m'a fait me découvrir moi-même et m'explorer moi-même d'une manière différente. Et ça m'a fait, du coup, par ce même mécanisme, rencontrer tout ce que je voyais de manière différente. Et justement, là, quand tu arrives à Taïwan, qu'est-ce que tu y fais? Quel est un peu ton mode de vie, justement? Je suis partie 6 mois, mais j'ai fait 2 voyages en 6 mois, en fait. Il y a eu un voyage de 3 mois et un autre voyage de 3 mois. Le premier voyage de 3 mois, où en fait, donc, j'étais avec mon ami et on a été dans la tentative de construire une expérience à 2, de rencontre de personnes, construction de notre cercle amical, trouver un appartement, construire une routine. Et en fait, ça a échoué. Et ça m'a laissée dans un état où j'ai eu envie vraiment de m'écouter et de me reconnecter à des choses qui étaient importantes pour moi, qui étaient notamment importantes quand j'étais plus jeune, que j'avais un peu laissé avec les études, qui étaient l'écriture et la photographie. Et donc, quand je me suis retrouvée seule à Taïwan au bout de 3 mois, donc j'avais changé d'appartement, j'avais trouvé une colocation, pour quand même un peu essayer de structurer ma vie, j'avais pris un petit boulot je gardais des enfants. Je devais leur apprendre le français. Mais bon, ça c'est pas... Je leur apprenais pas vraiment le français parce qu'elles avaient 4 et 6 ans. Mais voilà, je devais jouer avec elles en français, c'était marrant. Je donnais aussi des cours de français à des personnes adultes. Mais en fait, ce qui structurait ma vie, c'était vraiment la rencontre de ce pays à travers des balades urbaines très sensorielles, très réflexives, dans lesquelles je décrivais ce que je voyais, je décrivais comment je me sentais, comment je m'indignais par rapport à ce que je voyais, par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux que moi je considérais importants, et tout en prenant des photos pour essayer de documenter et garder une trace de mes balades. Et ça a vraiment structuré les 3 derniers mois. Et j'habitais dans une ville qui s'appelait Kaohsiung, qui est au sud de l'île de Taïwan. Mais en fait, très régulièrement, j'allais dans d'autres endroits pour vivre d'autres choses et aller voir d'autres choses de cet environnement qui était vraiment très différent. Taïwan, c'est vraiment le mélange de genres, comme j'aimais le dire à l'époque, puisqu'on a les grandes villes. La capitale, c'est Taipei. Il y a une autre grande ville qui s'appelle Kaohsiung, dans laquelle j'étais. Il y a d'autres grandes villes, mais qui sont déjà un peu plus rurales. Et en fait, en dehors de ces grandes mégalopoles asiatiques qui se sont développées très vite, en fait, il y a plein d'interstices ruraux, une vie rurale très très forte. Et ça, j'ai aimé la découvrir, explorer un petit peu. Le train, c'est facile de prendre le train. Je pouvais mettre mon vélo dans le train ou louer des vélos sur place. Ça a été 3 mois de vagabondage, on va dire. Voilà. Et justement, tu as fait une exposition photographique dont le terrain de jeu est un peu plus Kaohsiung, si je ne me trompe pas. Et je voulais te demander, avant d'aller explorer justement un peu plus ça, est-ce que tu as aussi exploré des territoires plus ruraux? Parce que là, en l'occurrence, c'est une grande ville industrielle. Oui. J'ai notamment eu la chance de faire une semaine de woofing, donc pas très loin de Kaohsiung, dans une exploitation biologique, donc qui est assez rare en fait à Taïwan, même si ça se développe, en tout cas en 2017 quand j'y étais. Et là, pour le coup, c'était assez rural. Alors, quand je dis rural, il faut pas imaginer du tout que c'est le même rural qu'en France, parce que Taïwan, ça reste une île assez petite. Je crois que c'est la taille d'un département français. Et en fait, tout est quand même assez dense. Et même les champs sont collés les uns aux autres. Il y a peu d'espaces naturels. Les espaces naturels sont au centre de l'île, un peu au sud, et sont très sanctuarisés, cloisonnés. La vie rurale, elle est avant tout productive, et il y a aussi les industries dans la ruralité. Mais ce qui m'a frappé dans cette ruralité, c'est la manière dont vivaient les gens, finalement, de manière assez traditionnelle, très en communauté, très proche de la religion. Donc là-bas, ils sont essentiellement bouddhistes et taoïstes. Donc il y a énormément de temples. Et en même temps, c'est particulier parce que ça vient aussi se mélanger à des formes de modernité. Il peut y avoir une grande télé, grand écran dans une petite maison et pas d'eau courante. Voilà, il y a des petits mélanges comme ça assez particuliers. Et je me souviens notamment, il peut y avoir des gens qui vont à l'école, des gens très bien éduqués. Et en même temps, les animaux de la ferme, en fait, on les considère pas du tout comme des êtres vivants. C'est vraiment des outils de production et on est complètement déconnecté de cette forme de vie. C'est pas partout vrai, hein, mais voilà. Il y a des contradictions, des mélanges qui sont vraiment intéressants. Ouais, ça me fait penser... je me rappelle justement quand tu m'avais montré
l'exposition photo à Kaohsiung, où on avait pris le temps justement de choisir un peu les photos qui allaient faire partie de l'exposition. Je me souviens que ce qui m'avait peut-être pas choqué, mais surpris, c'était et on retrouvait souvent les plantes dans des pots sur l'asphalte, quoi. Ouais, sur le bitume, chez les personnes, ouais, tout à fait. L'exposition photo, elle montre plein de rapports différents aussi des Taïwanais et Taïwanaises à la nature, au vivant. Des rapports de préservation, des rapports de domination. Est-ce que tu veux justement nous présenter un peu ces différents rapports, peut-être au regard aussi de différentes photos de ton exposition ? Ouais. Pareil, je replonge dans mes souvenirs. Sachant que j'en parle de mon point de vue situé, de quelqu'un qui a fait l'expérience d'y vivre. Je ne suis pas une experte de la société taïwanaise, donc j'imagine que ça pourrait être nuancé et complété. Mais je pense que pareil, c'est une ambivalence, parce en fait, la nature est très présente, même dans les villes, même à Kaohsiung. Comme tu dis, il y avait énormément de plantes en pot sur le bitume. Parce qu'il y a ce rapport à l'espace public de la personne qui vit à Taïwan, du Taïwanais, qui est devant chez moi, ça reste chez moi. En fait, même si c'est la rue, et je peux l'investir, et j'ai besoin des plantes, parce que les plantes, dans mes traditions, ne sont pas séparées de moi, en fait. Et j'en prends soin, et elles font partie, voilà, ça fait partie de ma maison. Mais je n'ai pas un rapport forcément esthétique. Et c'est un peu caricatural, parce que je pense qu'il y a plusieurs types de Taïwanais, notamment, je sais qu'il y a des communautés autochtones qui vivent à Taïwan depuis très longtemps, qui ont, pour le coup, je pense que c'est quand même assez différent. Je suis pas allée en visiter, donc je parle pas de ces communautés autochtones, ça représente 2% de l'île. Ben, je parle plutôt des Taïwanais, qu'on dit les Taïwanais de souche, en fait, qui sont une colonie chinoise qui est arrivée au XVIIe siècle, de mémoire, à Taïwan. Tout ça, c'est eux qu'on appelle aujourd'hui les Taïwanais, c'est eux. Ça correspond à la grande majorité de la population. Et après, pour juste finir le tableau là-dessus, depuis les années 1950, il y a aussi des Chinois qui viennent à Taïwan. Eux ne sont pas considérés comme Taïwanais encore aujourd'hui, je crois, de souche, quoi, entre guillemets. Donc, mais voilà, dans ce rapport qu'ont les Taïwanais de souche, moi, je l'ai pas trouvé très esthétique ou très affectif. Je l'ai trouvé j'ai trouvé d'une part fonctionnel, parce que les plantes, elles sont là pour nous nourrir, pour nous guérir. On les connaît, on sait ce qu'elles peuvent pour nous. C'est normal, par exemple, de cultiver son aloe vera pour un Taïwanais et de créer son baume d'aloe vera pour se soigner, en fait. Il y a ce rapport traditionnel, ancestral, de savoir. Et en même temps, en fait, c'est pas grave si on détruit un bout de nature, parce que c'est pas affectif. Notre rapport, il est pas affectif, il est pas esthétique. Donc que ça soit un building, je caricature aussi, que ça soit un building ou un parc, en fait, esthétiquement, ça change pas. Par contre, j'imagine, et je l'ai observé à Kaohsiung, qu'il y a des nouveaux enjeux qui s'ajoutent, notamment avec les effets du changement climatique et les effets des grosses villes qui sont quand même assez oppressantes. De plus en plus, il y a des règles dans l'urbanisation qui viennent soutenir la création de nature en ville, de parcs dans les villes, pour rapprocher aussi les populations de ces espaces-là. Donc voilà, beaucoup d'ambivalence, très fascinant. Je pense que c'est aussi vrai dans nos sociétés. En France, c'était plus facile de l'observer en étant étranger. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont leur animal de compagnie, leur petit chien, qui vont promener au parc. Et puis, à côté, on peut voir des élevages de pigeons voyageurs, où en fait, il y a la moitié des pigeons qui meurent en mer. L'animal, de toute façon, j'ai l'impression, dans toute société, et on l'observe aussi en France avec les débats qu'on a autour de l'élevage, il cristallise un peu nos points de tension culturels, en fait, et aussi urbain-rural, je trouve. Ouais, c'est vrai que le rapport au vivant, de toute façon, dans les différentes sociétés, il y a toujours énormément d'ambivalence et au final, il est très complexe. Ton exposition photo montre un peu ces ambivalences-là. Ça me fait penser justement à d'autres photos. Il y en a où on voit la tentative des personnes qui vivent à Taïwan, peut-être des collectivités aussi, de préserver les espaces naturels. Et ça se traduit notamment par le fait de faire des petits chemins en bois au milieu des espaces naturels, dans la jungle ou autre, pour qu'il n'y ait pas, j'imagine, d'exploitation de ces espaces-là, ou de dégradation plutôt de ces espaces-là. Comment tu t'as perçu un peu la chose à ce niveau-là ? Peut-être que c'est une analyse partielle.
Moi, de ce que j'en ai compris, il y a la volonté de cadrer, en effet, d'orienter, mais comme on le fait aussi avec nos chemins de forêt, cette tentative de cadrer pour pas aller détériorer. Et aussi à Taïwan, je pense qu'il y a la dimension pour ne pas se perdre dans les espaces sauvages. Le territoire, il n'est pas cartographié comme il est cartographié en France, notamment. Les espaces naturels sont pas cartographiés à Taïwan. Et du coup, le balisage, il permet d'assurer la sécurité, en fait, à la fois pour les plantes, les animaux, et puis pour les humains. Et en fait, ce balisage, il a un effet qui est de mettre à distance. Parce que, en fait, on ne se met pas dans le paysage. On ne devient pas le paysage avec le paysage. Même si on rentre dans une forêt, les arbres restent loin, on reste sur notre chemin et on est comme protégé de tout le reste. En fait, je fais un peu le parallèle aussi avec les chemins de randonnée en France. On peut traverser, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais il y en a qui pratiquent la randonnée, qui traversent juste des espaces, mais qui ne font pas corps avec les espaces, qui ne se relient pas aux espaces, qui ont un objectif d'aller à un point A à un point B, peut-être de marcher vite, peut-être de se faire du bien. Enfin, il y a plein de vertus et c'est très très chouette. Mais ce balisage, en fait, le fait de ne pas pouvoir errer, de ne pas pouvoir se dire, à un moment je vais par là, hein, en fait je suis appelée par ça, en fait là je vois une trace animale, peut-être que je peux la suivre et puis on verra où ça mène. Puis là il y a des ronces, donc il me faut utiliser mon intelligence pour savoir comment je vais les contourner. Le balisage, en fait, ne permet pas de développer toutes ces réflexions, toutes ces questions et toutes ces compétences pour se relier au sauvage. Et nous laisse à distance, en fait, aussi. Voilà, c'est mon analyse. Je pense qu'elle est partielle et je pense qu'il pourrait y avoir plein de petites nuances aussi à ajouter et des choses à débattre. Mais voilà. Tu faisais pas mal le parallèle, justement, avec l'expérience qu'on a en France et pareil les rapports qu'on a aux vivants en France. Est-ce que tu vois justement des similarités et des différences dans ce que tu as pu percevoir, en tout cas du rapport aux vivants qu'on a à Taïwan et du rapport aux vivants qu'on a en France? Je réfléchis et je sens que c'est compliqué de faire comme si tous les Taïwanais étaient pareils et tous les Français étaient pareils et qu'il y avait un seul rapport aux vivants. Évidemment, oui. Mais là, ce qui m'est venu en tout cas, c'est que je trouve qu'il y a une similitude forte qui est de la déconnexion, avec notamment le fait d'être dans un mode de vie qui va assez vite, d'avoir un recours à la technologie, aux écrans, à beaucoup de plastique aussi. Ça, pour le coup, il y a une grosse différence à Taïwan avec la France et c'est partout sur l'île. Le plastique est partout. Toute la nourriture est emballée sous plastique et encore plus quand c'est de la nourriture biologique parce qu'il faut la protéger des pollutions. Historiquement, Taïwan, ça a été assez pollué avec l'industrie qui s'est développée. Et donc, en fait, tout ce qui est mis sous plastique est gage de sécurité sanitaire. Donc, les produits bio, on les met sous plastique. Ça, pour le coup, en France, le rapport au plastique, alors il n'est pas vertueux, hein, mais quand même, un légume sale reste un légume et on peut le manger, quoi. Donc ça c'est une différence. Mais je pense que la grosse similitude, et on l'observe partout, c'est cette accélération de la déconnexion avec l'accélération des technologies, des objectifs de performance et comment est-ce qu'on éduque les jeunes. Et c'est un peu systémique, en fait. C'est notre système capitaliste, industriel, qui crée ça. Et ça, je pense qu'il est un peu partout, bien présent. Ouais. Ouais, complètement. Non, c'est vrai, au final, c'est un problème assez global. Ouais. C'est sûr. Et toi, justement, ça t'a permis d'explorer ta relation avec le vivant à ce moment-là à Taïwan. Quel était le rapport que toi, tu entretenais avec le vivant à ce moment-là et pour par la suite parler du cheminement que tu as pu avoir à ton retour en France? Oui. Disons que ça m'a mis en lumière une forme de relation que j'avais avec le vivant dont j'avais pas beaucoup pris conscience avant. Et en fait, ça me l'a mis en lumière parce qu'elle m'a manqué là-bas. C'est assez intéressant comme mécanisme. Je me suis rendu compte que, notamment dans la ville dans laquelle j'étais, j'entendais pas les oiseaux le matin. Alors que même en habitant à Paris, j'ai toujours entendu un oiseau chanter le matin, même si c'était un pigeon. Et vraiment, voilà, je me suis rendu compte que je sentais pas l'herbe dans les parcs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une relation assez sensorielle avec le vivant qui m'a manqué là-bas. Et aussi, une autre dimension sur laquelle ça m'a éclairée, c'est la dimension esthétique.
Parce qu'en fait, globalement, j'ai trouvé l'urbanisation et la construction des villes de Taïwan assez moche. En tout cas, je le qualifiais comme ça. Et tout le temps, je recherchais un peu ce qui me manquait de ce que j'avais trouvé beau avant, quand je vivais à Lyon, quand je vivais à Paris. Et il s'avère que c'est cette présence du vivant. Et du coup, ça a été à la fois un peu dur de manquer tout ça, et en même temps, ça a été une vraie chance, parce que du coup, j'ai dû approfondir, j'ai dû aller chercher la beauté, j'ai dû aller chercher le sensoriel, et je pense que c'est ça qui m'a amené à l'écriture de livres, et à prendre des photos, et à vraiment investir ma relation sensible au monde, parce que tous ces repères-là, ils étaient plus présents. Et tu me posais la question de mon cheminement depuis. Je pense que c'est un peu difficile de le résumer, puisqu'il s'est passé quand même 6-7 ans maintenant, 6 ans, un truc comme ça. Depuis que je suis rentrée de Taïwan, 6 ans. J'ai l'impression que ça fait 20 ans, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et ce que je peux dire en quelques mots, c'est que je n'ai pas désinvesti cette recherche de relations de plus en plus fortes, de reliance en fait, vraiment avec le vivant qui m'entoure et le vivant qui m'anime à l'intérieur de moi. Et en fait, plus j'avance, plus je trouve qu'il y a que ça qui importe, au point où on en est dans notre société, que je vois pas d'autres voies pour continuer à se développer en tant que société humaine. Et donc, j'ai eu des engagements associatifs qui m'ont pas mal aidé à cheminer. Notamment, j'ai été à la Bergerie Urbaine, qui est une association qui fait pâturer des moutons dans la ville par du pâturage itinérant. On est pas mal de bergers bénévoles à avoir la chance de faire ça. Ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que pouvait un animal d'élevage pour recréer ce lien au vivant au sein d'une ville. On pourra développer si tu as envie. Aujourd'hui, je suis dans l'association Nature Essence pour accompagner des groupes en nature et leur faire toucher leur lien au vivant. Il y a aussi l'écriture, la photo, voilà, les médiums artistiques. Et tout ça, ça fait partie de mon cheminement. Et il y a cette conviction qu'il faut vraiment régénérer une culture de respect et de paix. J'avais été touchée par une conférence qui avait été donnée à l'INSA de Lyon l'année dernière, qui avait invité un peuple d'Amérique latine qui s'appelle les Kogi à venir témoigner sur... en fait, ils participaient à une espèce de recherche de l'état de l'eau en France et ils faisaient une comparaison avec chez eux. Ils avaient été invités à restituer un petit peu leur observation de la recherche et il y avait... C'était hyper intéressant. Ils expliquaient notamment que, en fait, eux, pour connaître la santé d'un territoire, ils regardent la santé des rivières, que c'est par là, comme nous, comme un corps humain, on a le sang qui fait état de notre santé, c'est lui qui draine nos organes. Bah là, pareil pour un territoire, c'est l'eau. Plein de choses intéressantes dans cette conférence. Mais je me souviens particulièrement, j'avais été marquée par... Il y avait Pablo Servigne qui était invité à conclure dans cette conférence et qui avait dit pour préserver le vivant, il faut construire une maison pour la paix, pour les hommes, d'abord. Et en fait, ça m'a vraiment interrogée. Et je me suis dit, mais oui, il a raison. Et comment on fait, en fait ? Donc, ça demande de changer toute notre culture. Vraiment. Où on est dans la compétition, dans la performance, il faut se mettre en avant. On manque de solidarité. Et là-dessus, pour aller vers cette culture de paix, il y a énormément de choses inspirantes dans les cultures autochtones, qu'on appelle aussi des cultures connectives. Des sociétés en fait qui se transmettent les choses oralement, dans lesquelles il n'y a pas forcément de hiérarchie, il y a de l'accompagnement, du mentorat, et c'est des sociétés qui sont très très proches de la nature, pour lesquelles même le mot nature n'existe pas. On vit dans une époque assez chouette parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de témoignages. En ce moment, j'écoute un podcast qui s'appelle Chemin Rouge, un Québécois qui en fait recueille la parole de 2 chefs d'une communauté qui s'appelle Anishinaabe, je crois, de mémoire, qui sont en fait les Algonquins du Québec. Donc c'est une société amérindienne qui a été colonisée, qui est passée par l'enfer qu'ont connu les Amérindiens aux États-Unis. Et en fait qui aujourd'hui transmettent des enseignements autochtones pour que ça puisse inspirer les cultures occidentales, pour revenir à une forme de lien au vivant et de paix entre les hommes, et que ça puisse régénérer. Et c'est assez lié au spirituel aussi, mais pas au spirituel au sens... de choses qu'il faudrait faire, mais plus d'aller trouver en nous cette flamme qui demande de s'engager pour la communauté, communauté terrestre, de vie humaine. Est-ce que le lien au vivant peut avoir une dimension spirituelle ? Selon toi, et quelle est ta vision sur le lien au vivant ? Alors oui, carrément, il peut l'impliquer. Je pense pas qu'il l'implique toujours.
Je pense qu'il y a des personnes qui ont soit d'autres foi, qui ont quand même un rapport au vivant, d'autres qui n'ont pas de foi, qui en ont un. Mais j'ai quand même la sensation que le lien spirituel au vivant, il nous aide à créer une communauté où on se sent pleinement appartenir au vivant en tant qu'humain. Et qu'on ne s'en sent pas coupé et qu'on ne reproduit pas les travers du naturalisme. Le naturalisme, pour le dire simplement, c'est on a le même corps, dans le sens où on a des fonctions biologiques similaires avec les autres êtres vivants. Par contre, on n'a pas du tout la même âme. Et à un moment, c'était... du coup, les humains ont une âme et les autres n'en ont pas. Et ce qui est intéressant dans des formes de spiritualité, notamment, il y en a plein, mais il y a l'animisme, notamment, qui dit le contraire, qui dit, en fait, on a tous la même âme. Elle infuse en nous, en fait. Elle est partout. On se relie grâce à ça, en fait. Par contre, on n'a pas le même corps. On n'a pas les mêmes manières de percevoir, on n'a pas les mêmes manières d'intérioriser. On intériorise tous, mais on n'intériorise pas de la même manière. Voilà, on n'est pas sensible de la même manière, on l'est tous, mais pas de la même manière. Et ça me paraît intéressant pour comprendre la diversité du monde. Enfin, c'est intéressant parce que c'est à la fois entre nous les humains et puis les autres êtres vivants, mais c'est aussi au sein même de l'espèce humaine. Et je trouve que ça peut vraiment apporter plus de respect et de solidarité, même au sein de l'humanité. Donc oui, je trouve que ce lien spirituel, il est très très important et si les personnes se sentent l'élan d'aller explorer, moi je peux qu'inviter parce que moi j'ai l'impression que depuis que je l'ai investi, j'ai une forme de réunification. Et quand je le désinvestis, on en parlait avant l'enregistrement, que quand j'étais dans des choses, dans des considérations plus concrètes de l'existence, un peu matérielle, de en fait, il faut que je gagne X argent à la fin du mois, et que cette concrétisation plus matérielle de l'existence, elle est trop présente. En fait, je perds le sens du truc. Et pourquoi ça vaut le coup, en fait, d'être dans cette aventure de la vie. Finalement, se relier au vivant, pour le préserver, ça revient à dire j'aime ce que je vois. Et ce qui est sauvage, ce qui n'est pas maîtrisé, ce que je comprends pas forcément, qui est une altérité. Mais en fait, je l'aime parce que je fais partie de la même chose, quoi. Ça me fait penser justement à un des apports fondamentaux du philosophe Baptiste Morisot, qui parle dans son livre Manière d'être vivant, de la notion de communauté d'importance, qu'il qualifie de branchement fragile entre des collectifs interdépendants de vivants humains et non humains, qui ont en commun que l'habitabilité de leur milieu de vie partagé leur importe. Et justement, à ce niveau-là, il parle de la personne du diplomate, qui pourrait être n'importe quelle personne en soi, qu'elle fasse partie d'un camp ou d'un autre, qui puisse justement prendre en compte pas seulement les intérêts, mais les vécus propres à chaque camp, qu'il soit animal, végétal ou non. Il prend notamment l'exemple du pastoralisme, des différents camps qu'il peut y avoir, à la fois les bergers, les prairies, le loup, en l'occurrence, les chiens, etc. Justement, ce concept, il pose la question de comment on peut cohabiter avec le vivant, au-delà de se relier à lui et des connexions qu'on peut avoir, à la fois, comme tu dis, esthétiques, sensorielles, etc. Le questionnement d'après, c'est comment on peut prendre en compte, à notre échelle aussi, ces différents camps, en ne pensant pas seulement à notre propre intérêt d'humain. Et du coup, je trouve que c'est un apport hyper intéressant. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je le trouve éclairant parce que il y a cette notion de réciprocité qu'en fait tous les habitants d'un territoire, humain ou non humain, apportent quelque chose au territoire, qu'on ait une communauté en fait de liens, de réciprocité, et les liens, c'est pas des liens au sens affectif en fait. Le rapport, il peut être affectif. On peut aimer une mésange qui vient manger dans son jardin. On peut aimer la voir, la trouver belle, et on a un rapport affectif. Par contre, il est très peu probable qu'on se lie d'amitié avec elle. Tant mieux si ça arrive, mais voilà, c'est pas souvent le cas. Et donc la cohabitation, elle est déjà de comprendre qu'il y a un intérêt à elle pour être là, moi j'ai un intérêt qu'elle soit là. Et qu'en fait, ça c'est une petite partie, mais qu'en fait, ça peut se déployer sur tous les êtres vivants qui sont présents. Il y a un exemple en ce moment qui est vraiment intéressant pour comprendre ça, c'est les castors, le grand retour des castors et des ouvrages castors, que Baptiste Morisot d'ailleurs il a écrit un essai, et puis il fait des choses sur le lit d'une rivière dans la Drôme, je sais plus quelle rivière. Voilà, il crée toute une émulation autour de ce que peut le castor pour les territoires, et comment nous, humains, on peut faire alliance avec le castor, on peut l'aider en fait à revenir sur les territoires, et lui derrière, sur les territoires, il peut aménager par les cours d'eau le territoire et lui redonner sa santé.
Et on va même plus loin parce qu'on est en train d'imiter aussi les castors en essayant de faire des ouvrages castors comme eux, ils les font. Il y a quelque chose qui se crée autour de l'alliance castor-humain qui est vraiment intéressante. Régénérer à partir de l'eau et de comment circule l'eau sur un territoire, régénérer les territoires et leur rendre l'habitabilité dont Morisot parlait. C'est vraiment intéressant parce que, en fait, le castor, il a toujours vécu sur les territoires en France jusqu'au moment où, en fait, on l'éradique. Alors, je sais plus pour quelle raison, mais c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 300 ou 200 ans. On a vraiment éradiqué le castor. C'était un animal du diable. On mangeait sa chair, sa fourrure, on s'habillait avec. Si bien qu'en fait, il n'y a plus de castor du tout pendant des centaines d'années. C'est le moment où il y a eu des villes qui se sont construites, enfin un rapport au territoire qui était de développement, quoi. Il y a eu l'hygiénisme aussi. Enfin, je peux pas replacer tous les éléments historiques précis, mais voilà, il y a eu tout un contexte où en fait l'humain a été un peu maître des territoires sans la présence du castor. Et en fait, le castor a survécu. Il y a une communauté de castors qui a survécu, je ne sais plus où. Je crois que c'est dans le sud de la France, mais je sais plus exactement où. Et il est remonté par la Drôme. Et en fait, il se réinstalle en Drôme énormément. Et il y a d'autres communautés de castors qui sont en train de se réinstaller. Sur le Rhône, on peut en apercevoir. Il y a des castors qui reviennent. Et en fait, ce qu'on observe, les chercheurs qui s'intéressent à ça, et c'était notamment l'objet de la venue des Kogis dont je parlais tout à l'heure, qu'en fait, les territoires peuvent se régénérer à partir de la présence des castors. Il y a vraiment... les rivières se régénèrent. C'est visible au niveau des essences, au niveau de la vitalité, des espèces en présence, la faune, la flore. Et c'est hyper encourageant, pour le coup. C'est hyper passionnant et c'est hyper enthousiasmant. Et dans cette perspective vraiment de cohabitation et d'alliance entre le sauvage et la société humaine. Ouais, c'est ça, parce que, au final, c'est important de rappeler que, justement, quand on pense à l'habitabilité de la planète et à comment nous, en tant qu'humains, on va pouvoir continuer à vivre, et ça passe forcément par des alliances avec le vivant et non plus un combat de celui-ci ou une exploitation, une destruction de celui-ci, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer maintenant. Mais même nous, on a un intérêt hyper égoïste à s'allier au reste du vivant. Et ça, on le perçoit pas toujours parce que, par exemple, par rapport au voyage, mais par rapport à plein de choses, on parle beaucoup en ce moment de l'impact carbone, donc du problème climatique. On fait un peu un énorme focus dans la société, ce qui est bien aussi, mais sur la question du climat, alors que c'est une des 9 limites planétaires à ne pas dépasser, qu'il y a plein d'autres sujets. Et ouais, il y a des philosophes comme Aurélien Barraud, comme Morisot, il y en a plein qui justement se disent en fait, c'est infiniment pas important de se focaliser là-dessus, et c'est même problématique, parce que tous les agissements qu'on met en place vont se faire en lien avec la réduction de l'impact carbone. Donc ça veut dire qu'on peut mettre en place des centrales nucléaires, ça veut dire qu'on peut essayer de faire l'avion vert, ça veut dire qu'on peut essayer de faire plein de choses pour juste régler cette question. Alors qu'au final, la question du vivant et du lien qu'on a au vivant me semble centrale, et je pense qu'elle l'est aussi pour toi. Et est-ce que tu veux justement nous parler de pourquoi justement ce lien au vivant, il est central et important dans les questions de transition écologique aussi, et du fait d'assurer l'habitabilité de la planète? Je pense que tu as évoqué une partie du truc, quoi. C'est qu'en fait, le vivant, ça surplombe la question du climat. C'est qu'en regardant juste l'impact carbone ou le dérèglement climatique, c'est comme si on zoomait sur une partie du problème, mais on regarde pas du tout l'ensemble, qui est comment, en fait, on tient ensemble entre tous les vivants. C'est un système très magique, en fait. Magique, bien sûr, il peut s'expliquer en étudiant tout ça. Il y a la biologie, la science, l'écologie, tout ça explique toutes les relations de manière rationnelle. Mais en fait, c'est quand même assez magique. Ça tient ensemble. Les ressources des uns, les déchets des uns sont les ressources des autres. Un des exemples assez appropriables et fascinants qu'on peut observer, c'est comment marche le sol. Ça dit tout, en fait, et c'est un des leviers pour vraiment mettre cette question de lien au vivant de manière centrale dans les questions de transition écologique et solidaire. C'est de comprendre qu'on fera pas sans parce qu'on en fait partie, en fait. Et que le vivant a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Et moi, de plus en plus, je suis en train de me dire ça peut paraître être une digression, mais en fait, ça l'est pas.
c'est qu'il faut revenir à, enfin je vais le formuler comme ça, à des questions d'amour, dans le sens où comment défendre et protéger ce qu'on n'aime pas. Et si on ne s'aime pas en tant que société humaine, et si on ne considère pas qu'on est beau, qu'on a du vivant en nous et qu'on peut régénérer les choses, en fait, comment on va protéger le vivant et ça, je trouve que de plus en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est lié et que c'est très relié la façon dont on s'aime en tant que communauté humaine. Et c'est pour ça que je me dis, il faut prendre toutes les solutions là où elles se mettent en place, accompagner, valoriser. Dès qu'il y a quelque chose qui est fait, il faut valoriser, montrer que l'espèce humaine, en fait, elle est belle et elle peut permettre plein de choses. Comme une première étape pour se dire qu'en fait, ce qu'on est, on est vivant et ce qu'on est, c'est beau et ça vaut le coup, en fait, qu'on le préserve. Et donc ça demande vachement de transformation personnelle, de s'aimer déjà soi et d'aimer les autres et d'aimer le monde. Donc, alors je vais pas l'appeler développement personnel parce que ça fait débat et polémique, mais vraiment la transformation personnelle, elle fait partie des enjeux de la transition écologique et solidaire, comme fait partie les petits gestes, comme fait partie les changements de politique, comme font partie l'expérience de nature pour comprendre et créer des attachements avec le monde vivant. Tout ça, ça doit tenir ensemble et assez régulièrement, je suis un peu désespérée. Mais quand je me remets dans la vie avec les autres et que je vois tout ce que les gens font, là, ça me donne vraiment du baume au cœur. Et en fait, je me dis, on va arriver quelque part, quand même. Ouais. Et c'est important de s'entourer, comme tu le dis, à la fois des humains, mais aussi des non-humains. Et ça fait une bonne transition parce que justement, tu as exploré un peu ce lien aussi à l'animal via ton expérience bénévole à la bergerie urbaine, comme tu disais. Et s'il y a bien un milieu où le vivant est peu présent, c'est le milieu urbain. C'est ici en ville où on se trouve à présent. Mais moins présent. Oui, j'ai dit peu présent. Oui. Ouais. Mais oui, non, c'est clair. C'est justement ce que toi aussi t'essayes de montrer, c'est qu'il y a du vivant qui est véritablement présent en ville aussi, et que c'est important de pouvoir le voir, s'y connecter. Et est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que la bergerie urbaine, ce que c'est que cette initiative qui est mise en place ? Donc la bergerie urbaine, c'est une association d'élevage urbain, c'est comme ça qui se présente, qui fait du pâturage itinérant dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, pour nourrir les animaux qui ont besoin d'herbe pour se nourrir, ils vont d'espace vert en espace vert dans la ville pour les nourrir. Et donc c'est cette notion d'itinérance. Et en même temps, par cette itinérance, ils vont à la rencontre des habitants, font de la pédagogie, sensibilisent, créent du contact animaux-habitants. Donc c'est assez global comme association, enfin ça répond à plein d'enjeux. Il y a aussi de la production alimentaire de viande et de la production non alimentaire de laine, puisque les moutons produisent énormément de laine, à les valoriser au sein de l'association. Et en fait, le fondement de cette association, c'est la relation homme-animal dans l'élevage paysan. Je pense que alors ton papa il est maraîcher, non ? Il n'est pas éleveur, mais peut-être que tu sais quand même de quoi je parle. Cet élevage paysan qui est en fait l'animal, on travaille avec lui en fait dans l'élevage paysan. C'est pas une machine, c'est pas juste un outil de production, c'est un compagnon de travail. Il travaille autant que l'éleveur travaille. Et en fait, si je n'écoute pas, si je ne me lie pas avec lui, je ne suis pas en relation avec lui, je ne pourrais pas faire mon métier. C'est du donnant-donnant tout le temps, quoi. Et il y a une relation d'apprentissage, il y a de l'apprentissage qui se crée entre les éleveurs, les bergers et les moutons. Ce qui est intéressant, c'est de l'apporter en ville et de montrer ce lien-là en ville. Et moi, ce qui me semble intéressant aussi, j'ai fait 2 expos photos sur la bergerie urbaine. Une qui parlait de comment l'élevage permet de ramener du sauvage dans la ville. Parce qu'en fait, les espaces verts sur lesquels vont les animaux pour pâturer, il faut une certaine diversité végétale et il faut qu'ils restent un peu sauvages, ces espaces. Donc, le fait d'amener des animaux qui vont pâturer, en fait, les bergers, ils disent aux espaces verts, surtout ne fauchez pas. Fauchez 1 fois par an, mais ne fauchez pas 10 fois par an, parce qu'en fait, les animaux,
il va falloir qu'ils mangent. Et donc, ne pas faucher, ça veut dire laisser les plantes se développer, les fleurs, potentiellement les pollinisateurs venir avant que les animaux viennent, et recréer, en fait, toute cette boucle du sauvage, et donc réensauvager d'une certaine manière, même si on n'est pas au même niveau qu'un espace moins urbanisé. Donc j'avais fait une première expo là-dessus, et la deuxième expo que j'avais faite, c'était sur la relation à la mort de l'animal, puisque dans les élevages paysans et puis à la bergerie urbaine, certains animaux sont amenés à l'abattoir et tués pour être mangés. Donc la bergerie urbaine récupère la viande des animaux qui décident d'amener à l'abattoir. Et en fait, c'est certes triste. Enfin, on pourrait penser en tout cas que c'est très triste, et d'une certaine manière, ça l'est pour les bergers qui se sont liés à certains animaux qu'ils emmènent à l'abattoir. Il y a vraiment de l'affect qui se crée, et cette émotion, elle est présente. Mais par contre, pour remettre le sujet de comment est-ce qu'on accompagne un animal à la mort, et il y avait j'avais interviewé un berger qui disait en fait, la vie de l'animal, tu l'accompagnes jusqu'à la mort, et ça sert à rien de lui donner une belle vie si tu lui donnes une mort atroce. Malheureusement, l'abattoir, le fait d'amener les animaux à l'abattoir est assez violent en fait, même si il peut être bien géré. C'est assez violent pour un animal, en fait, d'être dans une... Je sais pas si t'as déjà visité un abattoir, moi j'en ai déjà visité un. En fait, les animaux sont aglutis entre eux un jour à quelques heures avant de se faire tuer. Alors parfois, il y a des méthodes très douces pour les tuer, mais ça sent la mort, en fait, pour eux. Et ils le sentent, ils sont très sensibles. Et donc ça, ramener ce sujet-là dans nos sociétés, qui avons un rapport à notre alimentation assez déconnecté, très industriel, et c'est assez intéressant aussi. Et ça fait partie aussi de cette reconnexion au vivant, cette reconnexion à la mort de ce qu'on mange, et respecter ce qu'on mange, en fait. Ouais, ces itinérances, c'est un peu la rencontre entre deux mondes, le monde rural et le monde urbain. Parce que c'est vrai que les moutons, on n'a pas l'habitude du tout d'en voir en ville, on se dit même que c'est pas du tout leur place. Et comment vivent justement les habitants et habitantes des quartiers dans lesquels ils passent? Comment ils vivent leur passage? Comment ils vivent la rencontre avec cet animal qu'ils ont pas l'habitude en tout cas de voir au quotidien? Et quand j'étais bénévole, donc pour resituer, j'ai été bénévole moi de 2019 à 2021. Et depuis, je fais beaucoup moins de sorties. Mais ce que j'observais à ce moment-là, c'était un émerveillement, clairement. Une suspension dans la ville. Même les automobilistes s'arrêtaient, souriaient. Juste la présence de l'animal crée du lien et crée de l'envie d'être là, s'arrêter et de faire partie du spectacle aussi, entre guillemets. Et un autre truc que j'ai beaucoup observé, c'est que ça ramène des histoires, en fait. Et les gens viennent parler de leur lien à la ruralité, de leur lien... Alors, on passe aussi beaucoup dans des quartiers populaires et où il y a pas mal de populations qui vient d'Afrique du Nord. Et donc, il y a aussi plein de gens qui parlent, en fait, de leur vie au bled. Enfin, je les cite, et de ces animaux qui sont partout, en fait. Et que ça les ramène chez eux, et d'une certaine manière, ils nous amènent avec eux en nous racontant leurs histoires, parce que les animaux sont là. Ça leur donne une légitimité à raconter leur histoire. Et ce que je trouvais très touchant aussi, c'est comment les enfants amènent les parents à venir. Dans la tête des parents, ce qui témoignait, c'était je suis venue, je vais amener ma fille ou je vais amener mon enfant voir les moutons. Mais en fait, les parents prennent aussi autant de plaisir. Et voilà, il y a aussi quelque chose qui se crée autour de la famille. Et j'ai cru comprendre que parfois, notamment la finalité de manger les moutons pouvait créer un peu de débat. Moi, j'ai pas trop exploré ça, je sais pas trop ce qu'il en est. Mais en tout cas, sur le terrain, dans l'activité d'itinérance, c'est plutôt des choses très positives et qu'on a pu observer, ouais. Et notamment, moi, j'invite n'importe qui voudrait faire l'expérience d'une ville lente, de faire l'expérience d'être berger. Ouais, parce que, moi, je trouve que c'est effectivement un questionnement que beaucoup de monde a, de se questionner sur le rapport qu'on a avec l'animal, et qui est un rapport hyper complexe. Mais du coup, ouais, c'est des urbains qui sont en mesure de faire face à un animal qui est voué à finir dans leur assiette à un moment ou un autre. Et d'une certaine manière, ça me fait penser que, au final, cette rencontre avec ces êtres sensibles, au cours d'un voyage local, elle amène aussi forcément à se questionner sur cette relation-là, mais aussi potentiellement à se positionner. Quelle relation je souhaite avoir et garder avec ces êtres qui partagent avec moi une intériorité? Et du coup, de nos jours, on se pose beaucoup la question du bien-être animal. Chaque personne se positionne un peu selon son éthique et le rapport qu'il a avec ça. Et moi, par exemple, mon rapport, c'est celui du végétarisme. Je mange pas d'animal ni de poisson, tout ça. Mais si je poussais la logique jusqu'au bout, je mangerais pas non plus de fromage, alors que j'adore ça.
mais enfin de produits laitiers en tout cas, pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire des mères séparées de leurs enfants à leur naissance pour être instrumentalisées pour qu'on puisse avoir leur lait, pour que les humains aient leur lait. Et potentiellement, si c'est des êtres sensibles, la souffrance que ça peut impliquer. Sans parler de toute la mécanisation de l'industrie laitière aujourd'hui. C'est un questionnement que moi j'ai, que je continue à avoir, et j'ai pas toujours de réponse hyper claire là-dessus sur quel positionnement on prend ou pas. Et ça pose toujours la question de la domestication aussi, sur pareil la question du sauvage, etc. Et je voulais te demander, toi, quelle est ta vision un peu des choses vis-à-vis de ça et ton positionnement. Je trouve en tout cas d'amener la question du positionnement, c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien dit. Et déjà, je trouve ça chouette que ça provoque ça, même si c'est pas clair encore. Et on n'a pas toutes les réponses. Et juste de prendre la peine de se poser la question, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que j'ai envie de choisir pour moi et pour respecter mon éthique. Et je trouve ça vraiment bien. On est trop peu à le faire en fait. Beaucoup ne se posent pas forcément de questions. Et pour répondre à ta question, alors ce qui me venait quand tu parlais, ce qui m'est venu à la fin, c'est que moi, mon expérience à la bergerie urbaine, elle a déconstruit mon idée de qu'est-ce que le domestique, qu'est-ce que le sauvage. J'avais l'impression qu'il y avait du sauvage dans les moutons, en fait, et qu'il y avait du sauvage dans le lien qu'on pouvait établir avec eux, et qu'en se liant à eux, on redevenait sauvage. Parce que on crée des rapports d'empathie avec les moutons et on crée des rapports, on crée un langage avec eux. Et pour savoir, c'est un berger qui me l'a dit, comprendre qu'un mouton va pas bien, il faut que tu l'observes 1 heure, il faut que tu observes son comportement. C'est le langage que tu crées avec lui, c'est cette observation-là. Et il va te le dire à un moment, s'il va pas bien ou pas. Toi, tu peux pas le savoir, c'est pas selon des normes, c'est pas selon des... L'animal, il reste maître, il peut te le dire comme ne pas te le dire. Il peut aller se cacher dans un coin et puis décider qu'il va se soigner tout seul ou mourir tout seul. Ou alors il peut décider de se mettre juste devant toi pour bien que tu l'observes. Et... Donc c'est intéressant. Il y avait une phrase de Baptiste Morisot qui m'avait aussi bien parlé. Je vais essayer de la retrouver. J'ai en tête notamment les oiseaux qui vivent en ville, donc ils sont très proches de nous. Mais en fait, ils vivent pas avec nous. Ils vivent entre eux. Ils vivent près de nous, mais parmi eux. Et notamment, moi, ça me fait sourire quand on dit le pigeon domestique, par exemple. Et on parle du pigeon domestique parce que le pigeon, c'est une espèce d'oiseau qui a développé un lien qu'on appelle le commensalisme avec l'humain. En fait, il vient manger nos restes. Il mange dans nos poubelles. C'est aussi le cas pour les corneilles, des choses comme ça. Mais en soi, il n'a rien de domestique. En tout cas, celui qui vit dans les villes. Après, il y a le pigeon qu'on peut apprivoiser pour... Je ne cautionne pas cette pratique, mais il y en a qui apprivoisent des pigeons pour les faire transmettre des messages, des choses comme ça, faire des courses de pigeons voyageurs. Mais du coup, je trouve que maintenant j'ai une vision du domestique et du sauvage qui deviennent très floues et qu'en fait, c'est vraiment plus un rapport de relation, en fait. C'est une observation du prisme de la relation. En fait, quelle relation j'établis ? Évidemment, pour reprendre l'exemple de l'élevage, si un éleveur se dit qu'il a toutes les cartes en main, qu'il a son programme pour élever ses bêtes, qu'il va faire X traitements à telle date, et que tout est planifié et qu'il regarde jamais ses bêtes pour savoir s'il a raison ou pas, c'est une forme de domestication malsaine, voire de domination, en fait, même. Si l'éleveur, il est en empathie, qu'il écoute, évidemment, il sait ce qu'il a à faire, mais surtout, l'idée, c'est pas de traiter, c'est que ça aille bien, et s'il faut traiter, il faut traiter. Là, il est dans un rapport... Il y a un rapport de co-domestication qui se met en place, parce qu'en fait, l'éleveur fait les bêtes comme les bêtes font l'éleveur, quoi. Enfin, en tout cas, quand on observe ce qui se passe dans les élevages, je trouve que c'est très vrai. Et pour l'exemple de la bergerie urbaine, je me souviens, pareil, du berger que j'avais interviewé, il disait « Mais il n'y a pas une minute où je ne pense pas à mes moutons. » C'est bien que le berger est domestiqué par les moutons. Je trouve ça intéressant. Et en fait, dans cette domestication, potentiellement, c'est là que le sauvage peut naître, en fait. En tout cas, peut renaître. Ouais, c'est pour ça que, il y a plein d'ambivalences et que le rapport est toujours hyper complexe. Pour moi, en tout cas, c'est toujours difficile de se positionner complètement et de manière complètement affirmée là-dessus. Ouais. La réflexion que je pourrais avoir, en tout cas, ce serait de se dire, si on veut vraiment respecter l'animal, il faudrait le laisser à l'état, entre guillemets, sauvage, c'est-à-dire complètement indépendant et tout,
et qu'il n'y ait pas du tout de domestication. Et en même temps, peut-être que, comme tu dis, ce rapport-là, il serait complètement déconnecté au final au vivant, alors que justement ces pratiques pastorales, elles permettent par exemple une connexion, une empathie potentiellement avec le vivant. Il y a plein de choses qui jouent, comme tu dis, dans ce rapport-là. Et en même temps, c'est des êtres sensibles où on a quand même une relation de domination. Enfin, d'une certaine manière, on leur dit quoi faire, etc. Enfin, il y a plein de choses qui jouent. Et du coup, ça me pose toujours cette question de la relation. J'entends. Et ensuite, effectivement, de la mise à mort ou pour le lait, du fait d'instrumentaliser un animal pour produire, enfin, utiliser comme ressource et tout. Enfin, ça me pose toujours ces questions-là, quoi. Ouais, puis en plus, quand on sait pas... je trouve qu'avec l'industrialisation de ces process de l'élevage, c'est encore pire. Et peut-être qu'il y a une distinction à faire entre domination et autorité qui peut aider à aller plus loin dans l'approfondissement de la réflexion en fait, des gens. Parce que c'est sûr qu'il y a une relation d'autorité avec un animal d'élevage... parce que c'est comme ça que la relation s'est construite dans le temps. Enfin, c'est l'héritage de la relation. Ça fait, je crois que c'est depuis 10 000 ans que le mouton est apparu et qu'après il y a une diversité d'espèces de moutons qui est apparue. Peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est que le mouton, potentiellement, il peut redevenir sauvage, mais il est toujours dans une relation d'autorité avec l'homme, parce qu'on n'est pas obligé de le tuer pour sa viande, on n'est pas obligé d'enlever son agneau, on peut lui redonner son plein pouvoir de vivant. Je pense que pour le cas du mouton, il faudra toujours le tondre, parce que malheureusement, sa laine pousse en permanence, et en fait, aujourd'hui, un mouton sans lien avec l'homme ne peut pas survivre. Rien que pour ça, tu vois. Donc, par contre, c'est comment on va investir la relation, ce qu'on va lui demander, si on lui demande des choses, quelle contrepartie on va lui donner, par exemple. Est-ce qu'on va le laisser dans un grand espace où il peut vivre, il peut courir. C'est vraiment de la négociation permanente, je pense. Et tu vois, là, par exemple, j'ai un petit chat à la maison, ça m'a posé plein de questions. De dire, en fait, je sais pas si j'ai envie d'avoir ce rapport d'autorité avec un animal chez moi. Mais en fait, c'est intéressant à plein de niveaux de l'avoir. Et se poser la question, s'il était pas là, il serait où ? Dans une autre famille. Enfin, voilà, après, faut se... Bon, je digresse un peu, mais... Non, mais ouais, mais c'est ça, c'est là où tout se joue. C'est la question de... Ça me fait repenser justement à l'habitabilité de la planète et de la place du vivant, aussi de la biodiversité, parce que comme tu dis, le mouton, aujourd'hui, il peut pas survivre sans la présence de l'homme. Donc, si on veut maintenir la présence du mouton à l'échelle de la planète et donc maintenir sa présence, ça nécessite, comme tu dis, la domestication. Ça nécessite la relation. Peut-être qu'on peut le dire comme ça, en tout cas. Oui. Et après, la relation de domination qu'il y a dans les élevages industriels, elle est à bannir. Là, on peut quand même l'affirmer, quoi. Et potentiellement, d'ici quelques années, si ça va dans ce sens, c'est dans le sens d'une réduction aussi du nombre de moutons qu'il y a sur la planète. Ouais, non, mais c'est clair. Et justement, ce que je voulais dire, c'est ça pose la question de la négociation permanente et des alliances qu'il y a à faire. Justement, avec ces différents camps, parce que pour reprendre justement un peu la pensée qu'a Morisot dans son livre, il parle justement du fait que les pastoralismes qui sont trop importants, au final, ils vont avoir un impact très néfaste sur le reste du vivant, notamment les prairies. Et si y a trop d'éjections, etc., trop d'azote, etc., ça peut aussi les détruire. Et d'arriver justement dans ces relations-là qu'ont les bergers aussi avec les moutons, à se dire, je vais prendre en compte la prairie et aussi le végétal dans la relation. Oui, carrément. Et donc me dire, je vais laisser le juste temps aux moutons dans les prairies. Et du coup, ça boucle un peu la réflexion qu'on a là-dessus. Ouais, carrément. Ta conviction, c'est qu'il est nécessaire de réensauvager nos imaginaires. Tu parles pas mal de ce terme-là de sauvage. Est-ce que tu veux nous donner la définition que toi, tu donnes du sauvage ? Aïe, aïe, aïe. Je peux faire une tentative, en tout cas. Il y a quelques temps, quand j'ai commencé à réfléchir dessus, je disais le sauvage, c'est tout ce qui n'est pas aliéné par l'homme. Tout ce qui vit, tout ce qui est spontané, qui n'est pas soumis à une quelconque forme de volonté. Ça, c'est aussi un chercheur qui s'appelle Yann Lafolie, qui l'exprime comme ça. Yann Lafolie, notamment, il dit qu'on peut voir du sauvage dans un brin d'herbe. Et c'est intéressant parce que
Par exemple, en ville, on n'a pas forcément beaucoup de vivants représentés, ils sont pas forcément très présents. Potentiellement, il n'y a pas beaucoup d'essences ou d'espèces animales. Mais en fait, dans tout ce qu'on peut voir du vivant, le sauvage est là. Comment se rendre accessible à ce sauvage ? Moi, j'ai l'impression que c'est en faisant vivre le sauvage qu'on a à l'intérieur de soi. Donc en laissant aussi à l'intérieur de soi cette part un peu du spontané non maîtrisé, cette folie un peu, on peut l'exprimer comme ça aussi, cette folie intérieure, cette reconnexion à des passions, à des désirs qui ne sont pas préconçus. Et ça fait partie de la transformation personnelle dont je parlais tout à l'heure aussi, ça en fait partie. Voir ça à l'intérieur de nous, par effet miroir, en fait, on l'observe à l'extérieur et on a accès à ce sauvage plus facilement. Et inversement, plus on l'observe à l'extérieur, par effet miroir, on peut se rendre attentif au sauvage à l'intérieur de nous. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et j'aimais bien aussi une autre notion que un philosophe, Jean-Philippe Pierron, il parle aussi de cette notion-là, qui est la notion de sauvage ordinaire. Je pense que c'était pour remettre du sauvage, en fait, là où on l'attendait pas à la base, parce que quand on parle de sauvage, pour beaucoup de personnes, c'est le sauvage dans les grands espaces, c'est ce qui n'est pas touché par l'homme, c'est les grands prédateurs, tout ce qui est loin de nous, en fait. Quand on y réfléchit, c'est tout ce qu'on désire, dans le sens être comme les prédateurs, en voir un, en toucher un, être dans des grands espaces. Et en fait, par la métaphore, c'est que ce qu'on désire, c'est le sauvage, quoi. Mais le sauvage ordinaire, c'est intéressant de le voir parce qu'il est partout, dans un brin d'herbe, dans un papillon, dans une libellule, sur un trottoir, dans un chat qui est en train de se prélasser sur un... Ça montre qu'il est partout et ça montre que tout est à préserver, en fait, aussi. Et après, il y a quand même des choses, de plus en plus maintenant j'observe, tu vois, il y a des parcs ou des endroits que j'observe où j'ai une certaine lecture du paysage, où je sens qu'il y a peu de vitalité, où je sens qu'il y a... Parce que les arbres n'ont pas l'air bien, ont l'air un peu malades, il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup de renouées du Japon, donc c'est une espèce invasive. Et ça me fait donner une certaine lecture que, ok, là, on n'a pas assez pris soin du sauvage. Ouais, t'as donné en plus plusieurs clés pour justement se reconnecter au sauvage en soi. Et si je peux rajouter, ça demande du temps et de la pratique. Ouais. Ça demande vraiment d'aller dans des espaces, d'y retourner et d'être dans ses sens. Justement, toi, tu utilises l'outil créatif de la photographie pour te relier au vivant et retrouver justement cette part sauvage en toi et l'apercevoir autour de toi. En quoi l'outil photographique peut être pertinent, intéressant pour ça ? Ouais, c'est une des pratiques possibles. Chacun peut trouver la sienne, en effet. Moi, ce qui m'a emmené à la base, c'est la dimension esthétique, à la toute base quand même, de la photo. Et ce que je voyais dans ma boîte photo, dans mon viseur, était différent de ce que je voyais à l'extérieur, notamment parce qu'il y avait plus de flou, voilà, selon les réglages, en fait. La lumière était différente. Et donc, c'était comme si il y avait toute une partie de l'environnement qui était invisible à l'œil nu, mais qui se rendait visible dans mon appareil photo. Et donc, ça m'a donné accès à cette possibilité qu'il y a autre chose à voir que ce que je vois d'habitude. Et à partir de là, j'ai tiré le fil. Et ce qui est aidant avec la photo, c'est qu'on peut passer des heures à photographier un même objet, à faire ses contours, à regarder tous ces détails. Et en fait, par l'observation attentive, il y en a qui diront que dessiner quelque chose de manière très fine, c'est pareil, c'est une observation très attentive. Et en fait, on rentre dans un rapport d'empathie et alors à la fois on s'oublie un petit peu dans cette pratique, on fait corps avec ce qu'on prend en photo ou avec ce qu'on dessine. Et ça, c'est très aidant pour se relier. Parce que du coup, on change de point de vue, on change de perspective. Enfin, je suis plus moi, Camille, avec ma manière de percevoir le monde qui est d'abord très visuelle. Je peux, pour un temps, devenir un peu l'objet de ma photographie. En tout cas, comprendre son point de vue à lui ou à elle. Ça marche aussi avec les humains. C'est ça qui est bien avec la photo. Et un autre rapport, c'est le temps. La photo, c'est vraiment une histoire de temps. La photo, c'est pas l'image. Enfin, on confond souvent, parce que forcément, la finalité, ça peut être des expos photos, ça peut être de diffuser ces images sur les réseaux sociaux, ça c'est une finalité, mais la photo, c'est d'abord le processus et la tentative de capter un moment du réel qui nous a énormément touchés. Ce processus-là, il permet de mettre un peu une partie du monde à l'intérieur de soi. En fait, c'est ce qu'on appelle introjecter. On se projette plus soi dans le monde, on introjecte le monde à l'intérieur de soi.
Il y a un psychiatre qui en parle bien, qui s'appelle Serge Tisseron. Et voilà, il parle du processus, tout ce que permet au niveau de la psyché le processus photographique. Et je trouve qu'il permet de raconter des histoires avec ce qu'on voit, donc de se sentir aussi appartenir à un environnement. Voilà, si on le prend en photo, si on crée une histoire en fait à partir des photos qu'on prend, à un moment on se sent pleinement appartenir à un endroit, quoi. Ouais, tu tisses un fil avec justement le vivant que tu captures, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment le cas maintenant. J'ai un site spot, donc c'est une plage d'ancrage auquel je viens régulièrement pour voilà, observer la nature et le vivant. Donc c'est au parc de la Tête d'Or. C'est un endroit que j'ai beaucoup pris en photo, que j'ai beaucoup arpenté. J'ai même rencontré une chouette là-bas, à plusieurs reprises. Et je pense que j'aurais pas rencontré la chouette si j'avais pas autant été chez moi là-bas, en fait. Et c'est vraiment le fait d'y être venu souvent, d'avoir photographié le lieu, d'avoir rencontré ses habitants, d'abord les mésanges, les arbres, puis voilà, petit à petit approfondir tout l'environnement. Et ce qui est chouette, c'est que c'est possible en ville, en fait. C'est moins évident que si on habitait à la campagne, avec un environnement sauvage immédiat. Mais parfois en ville, c'est possible, ouais. Ça permet, comme tu dis, ouais, de visibiliser des êtres que si on est juste de passage, on voit pas forcément. Ouais, c'est juste, ouais, tout à fait juste. Et alors après, la chouette, c'est particulier parce que c'est un animal nocturne. Oui. Donc là, c'était une chouette hulotte. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'y suis allée un soir dans cet petit endroit qui est un endroit plus dense du parc. Et en fait, c'est le chant des merles en alerte qui m'ont averti qu'il y avait quelque chose. Parce que ça me paraissait bizarre que des merles chantent plus écrits de cette manière-là. En m'arrêtant et en écoutant. Et en fait, c'est là que j'ai vu la chouette au crépuscule. Et du coup, oui, c'est, comme tu l'as très bien dit, en étant juste de passage, en prêtant pas attention aux merles, j'aurais jamais vu, quoi. Tu disais que tu fais des balades sauvages, donc des balades qui se passent, j'ai l'impression, beaucoup dans le milieu urbain. Oui. Et le fait d'aller à la rencontre du vivant, c'est toujours de l'ordre du voyage. Et la question que je me posais, c'est justement quelle place on peut ou on doit donner au vivant en voyage, quelle place on peut lui donner, parce que quand on parle de voyage, on parle souvent de reconnexion à soi, ce qui est aussi très bien, de rencontre avec les autres êtres humains, mais on parle souvent peu de la connexion qu'on peut avoir avec le vivant. Et comme tu le montres, ça peut se faire dans un environnement urbain, mais ça peut se faire aussi à une échelle très locale, même à l'échelle de son quartier. Et ouais, quelle place on peut donner justement aux vivants en voyage. C'est pareil, Baptiste Morisot et d'autres auteurs, ils en parlent. Ils disent que être relié au vivant, être attentif au vivant, c'est un dispositif d'attention. À partir du moment où tu l'as acquis, peu importe où tu vas, en fait, il est activé. Et donc, en fait, si on a activé ce dispositif d'attention, on peut lui donner toute la place quand on voyage. Et on peut aussi lui donner de l'attention plus spécifique en écrivant sur lui, en le documentant, en faisant l'objet de notre voyage aussi. Ça me paraît aussi intéressant pour raconter des histoires, commencer à densifier les histoires. Comme on a pas mal de récits de voyage autour des communautés humaines, de ce qui se fait sur les alternatives pour la transition écologique et solidaire. On peut aussi ramener des récits de voyage autour de comment une communauté de cerfs vivent dans telle forêt. Et ce qui me semble aussi intéressant, vu qu'on parle d'humains, comment est-ce qu'ils vivent en alliance avec les hommes autour. D'être sur ces récits, ouais. J'ai l'impression que le levier des histoires et du récit, il est vraiment important. Ouais, c'est ça, et la façon dont aussi on peut les narrer en retour du voyage, comme toi tu l'as fait à travers ton livre, à travers des expositions, que ce soit ton voyage à Taïwan ou qui est lointain ou des voyages plus locaux à l'échelle de la ville de Lyon. Donc c'est là où le questionnement autour du voyage est intéressant, parce que ça peut vraiment être un outil pour se reconnecter au vivant, et aussi de poser cette question collective de notre rapport au vivant, comment on peut cohabiter. Forcément aussi poser les choses aussi à l'échelle politique, à l'échelle citoyenne, de comment on peut faire justement ensemble. Et je voulais te poser cette question justement pour conclure sur cet échange. Quels sont un peu tes espoirs pour la suite? Tout à l'heure, j'avais pas dit que j'étais désespérée. Si, c'est vrai. Non, mais
Moi, les espoirs, en tout cas ce que j'entrevois à mon échelle, c'est tous les humains qui se mettent en mouvement pour se reconnecter et parler de ça et s'engager là-dedans. Clairement, il y en a quand même beaucoup et de plein de manières différentes, et je trouve ça très bien et très chouette et très beau. Il y a aussi, je trouve, il y a les associations qui font énormément de choses. Il n'y a pas toujours que des victoires, mais je trouve qu'une association comme l'ASPAS, qui est l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages, je crois que c'est ça, ouais, crée des réserves de vie sauvage, et en fait, elle se fait de plus en plus connaître. Je cite qu'elle, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Il y a tous les programmes de sciences participatives qui peuvent être faciles à mettre en place sur les territoires. Et ça, c'est intéressant parce que la science participative, certes, c'est juste un prétexte pour que chacun puisse connaître son territoire, connaître ses espèces de manière sensible, parce qu'en fait, c'est lui qui va aller chercher la donnée, aller recenser la donnée. Et derrière, ça crée de l'attachement et ça crée de l'appartenance. Donc, c'est vraiment très, très cool. Bien sûr, il y a les artistes qui depuis toujours et encore plus maintenant, je trouve, parlent de ce lien au vivant. Et du coup, ce que je trouve chouette avec tout ça, c'est d'en faire vraiment des aventures collectives. Et peut-être qu'il n'y en a pas encore assez, pas à tous les niveaux, pas à toutes les échelles, mais pas dans tous les territoires. Mais voilà, je pense que c'est quelques trucs importants à dire. Merci beaucoup Camille d'avoir porté justement tes engagements et ton regard sur le vivant dans le cadre de cet échange. Merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Ouais, merci à toi de m'avoir donné cette opportunité. Avec plaisir. C'est toujours, je trouve que c'est un sujet extrêmement important quand on parle d'écologie, mais aussi quand on parle de voyage et de social aussi. Comment on peut se reconnecter au vivant et comment on peut agir ensemble. Ouais. Et le voyage, on l'a montré justement, est un moyen, je pense, de le faire. De le faire, ouais. Parce que c'est la rencontre et l'attention à l'autre, comme tu dis, qui est au centre du voyage, quoi. Ouais, tout à fait. Merci de porter ce sujet aussi. Avec plaisir. Je te souhaite une belle soirée. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.